Je n'ai jamais eu de vue romantique sur l'Union européenne, et je la vois comme une force impériale économique. À un moment donné, ils ont même rêvé d'être un acteur mondial, stratégiquement important et tout cela. Maintenant, ils luttent pour sortir de leur irrélevance, et à cause de cela, ils sont dangereux parce qu'ils font des choses irrationnelles. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec le Dr Biljana Vankowska, qui est professeur titulaire de Relations internationales et d'études sur la paix à l'Université Saint-Cyril-et-Méthode à Skopje, la capitale de la Macédoine. Biljana a siégé dans divers journaux académiques tels que Security Dialogues et le Journal of Balkan and Near Eastern Studies. Et elle est l'une des voix les plus éminentes de sa région en relations internationales, parlant et écrivant sur la paix et la réconciliation depuis des décennies. Je tiens également à mentionner que Biljana est une amie de Jeffrey Sachs, qui a eu la gentillesse de nous mettre en contact. Biljana, bienvenue. Biljana, welcome. Thank you, Pascal, and thanks, Jeff, for... Merci Pascal et merci Jeff de nous avoir mis en contact. Je suis un grand fan de votre podcast, donc j'ai accepté l'invitation avec plaisir. Je dois mentionner autre chose. Je recommande généralement à mes étudiants de suivre le podcast parce que, à travers les dialogues que vous avez avec vos excellents invités, ils peuvent en apprendre beaucoup plus sur ces mondes en mutation de première main grâce à l'analyse et au témoignage. C'est bien mieux d'apprendre les relations internationales aujourd'hui de cette manière que dans un livre. On ne peut rien apprendre d'un livre aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous savez, c'est assez drôle, parce que nous revenons presque à Socrate, n'est-ce pas? Socrate a refusé d'écrire parce qu'il disait que la philosophie se passe dans la discussion. Et puis bien sûr, ce qu'il nous reste de lui, ce sont les livres que Platon a écrits à son sujet. Oui, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Oui, vous avez raison. Mais passons à notre discussion sur les relations internationales, car je suis vraiment impatient de savoir comment la Macédoine du Nord perçoit les relations internationales. Quelle est la perspective générale? Quelles sont les opinions des gens autour de vous? Parce que bien sûr, votre pays a une histoire très compliquée, même au cours des 30 dernières années. Ayant fait partie de la Yougoslavie, puis étant la dernière république à s'être maintenue avec la Serbie au début des années 2000, avant de devenir indépendante et même de changer de nom pour rejoindre l'OTAN. Quelque chose que la Serbie n'oserait même pas rêver. Pouvez-vous peut-être nous donner un aperçu de ce qui se passe actuellement en Macédoine du Nord, en particulier en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine? Et comment interprétez-vous le développement des relations internationales macédoniennes? Pour vous corriger, au début, la Macédoine a obtenu son indépendance en 1991, peu de temps après le déclenchement du conflit en Slovénie et en Croatie, en septembre de cette année-là. La Macédoine a déclaré son indépendance. Désolé, je l'ai confondu avec le Monténégro. Mes excuses. Oui, la Macédoine. Pas de problème. Pas de problème. Toute la région est si complexe que je sais qu'il est difficile d'expliquer. Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro, Macédoine et puis le Kosovo, bien sûr, est un cas particulier. Donc oui, j'apprécie vraiment cette opportunité de parler d'un très petit pays au sud de ce qui était autrefois la Yougoslavie. Et c'était un cas unique à l'époque parce que même la soi-disant communauté internationale nous appelait une oasis de paix parce que nous étions la seule république yougoslave à se séparer du reste par des moyens pacifiques. Donc, pas de bain de sang, pas de victimes, pas de destruction quelle qu'elle soit.
Mais bien sûr, chacune de ces parties séparées de ce qui était autrefois la Yougoslavie avait ses problèmes internes. Et pour la première fois, nous avons dû nous débrouiller sans Belgrade, le gouvernement central, pour vraiment pratiquer l'indépendance. Il était facile de rédiger une constitution en copiant-collant des modèles occidentaux, mais nous savons tous en tant que scientifiques sociaux qu'il faut du temps pour faire fonctionner les institutions, pour vraiment trouver ce qui fonctionne dans votre environnement et ce qui ne fonctionne pas. Car on ne peut pas simplement parachuter la démocratie quelque part et s'attendre à de bons résultats. Donc, la Macédoine avait ses propres problèmes, mais le plus grand, à la surprise de beaucoup, était le nom du pays. Et je suis vraiment fatiguée de parler du nom de mon pays, vous savez, la lutte. Tout d'abord, lors de la première étape pour être accepté aux Nations Unies, nous avons rencontré le premier problème, car la Grèce, en tant que membre de la communauté européenne, avait beaucoup plus de poids pour interférer dans ce processus. Ils ont affirmé que la petite Macédoine, qui n'avait pas d'armée et avait été totalement désarmée par l'armée yougoslave qui s'était retirée pour combattre ailleurs, représentait une menace pour la sécurité de la Grèce et de l'Europe. Sous cette pression, la Macédoine a été contrainte d'accepter un nom temporaire ou provisoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant de nombreuses décennies, nous avons dû négocier avec notre voisin du Sud, la Grèce, sur le nom et essayer de préserver notre propre identité, car nous n'avons pas de nom réservé ou de moyens de nous identifier. Et la décision du Conseil de sécurité de l'ONU était contraire à la Charte des Nations Unies parce qu'ils ont imposé une condition supplémentaire pour accepter l'adhésion de ce nouveau pays. Mais vous savez, les faibles doivent faire ce qu'ils ont à faire. C'était donc une période très dramatique, mais c'est intéressant. Je ne vais pas entrer dans toute cette longue histoire et je dis que je suis très frustrée même de parler d'une chose aussi ridicule que le nom d'une nation, d'un pays. Pourquoi? C'est vraiment quelque chose qui dépasse tout ce que nous savons sur les questions sérieuses dans les relations internationales. Mais la direction de l'État macédonien de l'époque a réussi à obtenir la reconnaissance du nom constitutionnel, la République de Macédoine, par 135 États. Nous avions donc même les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les 5 principaux, qui ont accepté ce nom constitutionnel. Mais cela restait un problème. Comment intégrer le pays dans l'OTAN et l'Union européenne? Pourquoi était-ce important? Parce que le récit que nous avons accepté, comme tout le monde en Europe de l'Est, en Europe du Sud-Est, était qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Le principe TINA. Donc, le récit disait que nous devions d'abord rejoindre l'OTAN, ce qui est absurde. Bien sûr, tout le monde sait qu'on peut devenir membre de l'UBE, pas nécessairement de l'OTAN, comme l'Irlande, sans parler d'autres cas. Mais ici, dans cette région, les puissances occidentales ont projeté cette idée selon laquelle il fallait d'abord rejoindre une alliance militaire et que cela faciliterait votre chemin vers Bruxelles, l'autre Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne. Et bien sûr, la majorité de la population préférait voir l'Union européenne comme, vous savez, cette image idéale de bien-être, une communauté de démocratie, de progrès, de droits de l'homme, de bien-être et de bien-être social. Parce que nous venions d'un pays socialiste, la transition signifiait la destruction totale des structures sociales, des liens sociétaux et même du contact avec le reste de la Yougoslavie. Ainsi, la Macédoine était l'une des parties les plus pauvres de l'ex-Yougoslavie et devait maintenant survivre toute seule en tant qu'État indépendant. Il y avait donc ce rêve, ce mythe, qu'une fois que nous serions dans l'Union européenne, tout serait parfait. Ils vont s'occuper de nous.
they're going to take care of us, they're going to adopt us as small neighbors. Ils vont nous adopter comme de petits voisins, des voisins pauvres. Et vous savez, l'histoire se passe comme ça. Ce que j'ai toujours trouvé très ridicule et absurde, c'est que nous parlions d'une région qui venait de subir des conflits internes et externes horribles, Bosnie, Croatie, Kosovo et tout ce désordre. Alors pourquoi des sociétés post-conflit voudraient-elles rejoindre une alliance militaire, se réarmer, entraîner leurs armées, au lieu d'investir dans la construction de ponts, la guérison des blessures, avoir un élan économique dans le développement et la justice transitionnelle, la réconciliation et tout ça. Mais la direction dans presque tous les pays de la région était sur la même ligne. Donc, la Macédoine suivait cela jusqu'à ce que, je dirais, Washington soit vraiment agacé. I would say Washington got really annoyed. It was now I'm going to connect the cases of Ukraine and Maintenant, je vais relier les cas de l'Ukraine et de la Macédoine. Je me demande ce qui est commun entre ces deux pays, qui ne sont même pas proches l'un de l'autre, en termes géographiques et politiques. L'Ukraine faisait partie de l'ancienne fédération socialiste de l'URSS. Nous faisions partie d'une autre fédération socialiste, toutes deux sur une ligne de front, ou cette ligne de frontière où les grandes puissances avaient des intérêts mêlés ou conflictuels. Mais nous connaissons tous l'Euromaïdan, la révolution culturelle en Ukraine. Très peu de gens savent que la même année, plus tard, à l'automne 2014, il y a eu une manifestation étudiante massive en Macédoine. J'en faisais partie. Je l'ai soutenue en tant que professeur. Nous avons même formé quelque chose appelé plénum d'étudiants et de professeurs, ce qui, maintenant je fais une note de bas de page ici, me rappelle ce qui se passe actuellement en Serbie. Les manifestations en Serbie, les étudiants protestent depuis des mois maintenant, et les professeurs les ont rejoints pour des raisons légitimes. Je n'en doute pas. C'était le cas, c'est ici, c'est aussi le cas en Serbie. Nous avions donc des problèmes légitimes dans notre pays et nous avons continué. Nous n'avions pas d'autre moyen d'exprimer la frustration et le besoin d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle façon de gérer les choses, que de descendre dans la rue. Bien plus tard, pas beaucoup plus tard, mais quelque temps après, moi personnellement en tant que participant à une partie de ces événements, j'ai naïvement cru que nous nous battions pour l'autonomie de notre université parce que le gouvernement voulait faire des réformes et nous mettre sous contrôle de l'État. Mais plus tard, cette manifestation étudiante s'est transformée en une protestation politique. L'opposition de l'époque a en fait pris la tête de ce mouvement social. Et cela s'est rapidement transformé en une révolution colorée. En Macédoine, on l'appelait une révolution colorée. Pourquoi? Parce que la première association que beaucoup feraient avec la Macédoine est la salade macédonienne, que l'on trouve sur les menus, signifiant une salade de fruits faite avec différents ingrédients. Le message est que la société macédonienne n'est pas homogène. Elle est composée de différents groupes ethniques, religieux et linguistiques. Donc la salade décrit le pays au mieux. C'était un message envoyé. Cette société qui est si colorée s'est levée contre l'élite dirigeante et veut quelque chose de mieux. Mais ce qui se cachait derrière cela était quelque chose qui s'est passé en 2008 en fait, le sommet de l'OTAN de 2008 à Bucarest. Et maintenant, nous pensons tous aux propositions d'offrir des idées ou des plans d'adhésion pour la Géorgie et l'Ukraine. Ici, en Macédoine, nous étions concentrés sur notre adhésion parce que le président Bush Jr. avait annoncé un jour à l'avance « Demain, nous allons accueillir 3 nouveaux États dans notre alliance, l'Albanie, la Croatie et la Macédoine. » Le lendemain matin, il y a eu un veto, bien sûr, à huis clos. Et l'annonce officielle était que la Macédoine n'est pas la bienvenue tant que la question du nom reste ouverte. Ils devraient donc retourner résoudre ce problème, puis ils pourront revenir.
to resolve this problem, and then they can get back. And just a footnote for anyone who hasn't heard about the Et juste une note pour ceux qui n'ont pas entendu parler du problème. region. Le problème est que la Grèce a une région qui s'appelle aussi Macédoine. Et les Grecs se sont constamment opposés à ce que la Macédoine soit nommée comme un pays. Ce sont eux qui ont dit comme « Oh, c'est juste une confusion avec notre région ». Ensuite, il y a eu un différend sur le fait que la Macédoine du Nord ait ou non des revendications sur la Macédoine du Sud, et ainsi de suite. Mais c'est juste pourquoi la Grèce s'est toujours opposée. Why Greece always opposed. It has some other elements. I'm not going deep. Il y a d'autres éléments. Je ne vais pas approfondir cela car il y a vraiment une minorité macédonienne ethnique en Grèce vivant dans cette partie nord qui n'est pas reconnue par l'État grec, mais ce n'est pas la seule minorité qui n'est pas reconnue car il y a des Turcs et des Roms. Donc la Grèce a cette attitude politique différente envers les minorités. Oui. Ensuite, nous avons cette blessure non cicatrisée de la guerre civile en Grèce en A48, lorsque les partisans macédoniens ethniques combattaient aux côtés des communistes grecs. Were fighting together with the Greek communists. That Right. was the end of the Second World War. And C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la veille du début de la guerre froide. here on this Donc ici, à cette frontière, la frontière macédonienne, en fait, yougoslave, et la frontière grecque, il y avait une région qui se battait encore pour le camp communiste. Donc bien sûr, avec l'aide britannique utilisant des bombes au napalm et détruisant des villes entières, cela a provoqué un exode massif de la population civile, non seulement des Macédoniens, mais aussi des Grecs qui étaient communistes. Donc toutes ces personnes ont dû partir. Il y a des couches d'histoire qui pèsent sur la relation entre les deux pays. Let's go back. Revenons à l'évolution colorée, car je pense que nous n'avons pas fini avec l'histoire. Oui, ici nous avons ces scènes de Kiev, de Victoria Nuland. Kiev, from Victoria Nuland, F the EU, and let's give people sandwiches. Que l'UEB aille se faire foutre et donnons des sandwichs aux gens. Et tout ça. Et il y a eu des victimes, comme nous le savons. En Macédoine, cela a été fait de manière plus subtile. Victoria Nuland n'avait pas besoin d'offrir des sandwichs, mais les agences américaines que nous connaissons aujourd'hui, comment elles ont dépensé beaucoup d'argent dans le monde entier pour des changements de régime, l'ont fait aussi en Macédoine. Elles ont renforcé l'opposition et ont transféré cette énergie des manifestations étudiantes vers une direction politique. Tout cela a en fait provoqué de la consternation et une situation dramatique. Si vous demandez pourquoi il était nécessaire de renverser ce vieux gouvernement, je pourrais vous donner 1 million de bonnes raisons pour lesquelles ce gouvernement n'était pas démocratique ou pourquoi il y en avait assez. Mais quand même, de ce point de vue, d'un point de vue géopolitique, Nikola Gruevski était le Premier ministre à cette époque. Nikola Gruevski was the prime minister of that time. He was the first one to open Macedonian. Il a été le premier à ouvrir la politique étrangère macédonienne vers la Russie. Le projet South Stream était censé traverser le territoire macédonien et nous fournir du gaz russe bon marché. Ensuite, il a tendu la main pour coopérer avec la Chine, avec l'Inde, avec les Émirats. Vous savez, il ne suivait pas exactement les instructions de Bruxelles. Et il était très têtu sur la question du nom. Il ne ferait aucune exception et ne changerait pas le nom. Donc, il a dû être écarté. En Ukraine, nous savons comment cela s'est terminé après Euromaïdan. Et en Macédoine, il y a eu un changement de gouvernement. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ce bouleversement, les mouvements sociaux, les marches dans les rues et les diverses performances et tout ce que je vois en Ukraine, dans d'autres parties du monde, en Géorgie ou en Serbie, c'est un déjà-vu pour moi. Je l'ai vu, j'ai vécu avec ça. Donc je sais exactement la même chose. C'est le même manuel, comment les choses se passent. Et on pourrait même prédire comment ça se terminerait.
Mais ici, nous avions cette préparation pour des élections anticipées, n'est-ce pas? Le gouvernement et le Premier ministre ont accepté. D'accord, ils n'avaient pas d'autre choix car les médiateurs européens, l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis étaient assis dans la salle du gouvernement pour faire pression. Ils ont donc organisé les élections en décembre 2016, après 2 ans de tous ces événements dramatiques. Et le parti au pouvoir de l'époque, celui de Nikola Gruevski, a remporté les élections. En fait, la majorité de la population était encore pour cette option politique. Mais il n'avait pas assez de sièges, bien sûr, pour former un gouvernement à lui seul. La Macédoine est une société ethniquement divisée, une question très sensible. Les relations entre la majorité des Macédoniens et la plus grande minorité des Albanais. Et une démocratie parlementaire, donc la nécessité de former des coalitions si vous n'avez pas non seulement une démocratie parlementaire au sens normal du concept, mais nous avons une démocratie consociationnelle, une démocratie de partage du pouvoir. Ce modèle a de nouveau été imposé par l'Occident après le bref conflit militaire en 2001. Il y a eu 6 mois de véritables violences militaires entre l'UÇK albanais, une partie de la branche du Kosovo qui a combattu en Macédoine, composée principalement d'Albanais de Macédoine, mais également rejointe par leurs vétérans du voisinage. M. Solana était le principal médiateur à l'époque. Robertson était le secrétaire général de l'OTAN. Ils ont donc tous été impliqués en 2001 pour établir un cessez-le-feu et en fait imposer un accord de paix. Ils l'ont fait. Et depuis, le système politique qui était imaginé comme une démocratie parlementaire, comme vous l'avez dit, s'est transformé en une forme hybride de démocratie consociative plus parlementaire. Ainsi, vous devez réunir au gouvernement un parti albanais et un parti macédonien. Par coutume. Oui, pas par la Constitution. C'est la partie intéressante. Il n'y a rien dans la Constitution sur la formation du gouvernement. Mais c'est pris pour acquis comme une solution pragmatique politique pour assurer la paix et satisfaire les grandes parties de la société. Donc, quiconque est le gagnant des élections doit former une coalition avec un parti de l'autre groupe ethnique. En bref, je pourrais dire que la Macédoine est devenue un État binational à partir de ce moment-là, car chaque côté a un pouvoir de veto et peut bloquer toute avancée dans n'importe quelle direction. Je veux dire, cela peut être une bonne chose, peut-être une mauvaise chose. C'est un peu comme le fonctionnement de la Belgique, car les 2 groupes peuvent essentiellement se neutraliser mutuellement. Oui, bien sûr, nous avons d'autres groupes ethniques, comme je l'ai mentionné, mais ils sont trop petits pour avoir un poids politique et influencer le développement. Mais revenons à 2016. Le vainqueur de l'élection n'a pas pu former un gouvernement de coalition parce que l'ambassade américaine a dit « Non, non, vous ne pouvez pas retourner vers votre ancien partenaire de coalition. Vous devez choisir le perdant du côté macédonien. » C'était alors l'opposition. L'opposition de l'époque avait fait d'un leader, un héros de ce mouvement, le visage du Parti social-démocrate. Zoran Zaev était le leader, un homme riche, un oligarque d'une région provinciale de Macédoine, qui a été maire pendant de nombreuses années et il dirigeait le principal parti d'opposition. Alors ils avaient une personne, ils l'ont habilité, il y avait une aura de bataille héroïque et de lutte contre ce leader autoritaire qui devait partir et tout ça. Vous pouvez saisir mon idée. Depuis, en fait, les choses ont pris un chemin plus rapide vers l'OTAN, rejoindre l'OTAN, parce que Bruxelles et Washington étaient agacés d'avoir cette question ouverte posée par un petit pays sans importance, complètement sans importance, vous savez. C'était un très petit territoire, moins de 2 millions de personnes, et ils étaient têtus et ne voulaient pas abandonner leur nom. Nous avons besoin d'eux dans l'OTAN, non pas parce qu'ils peuvent contribuer à la sécurité collective de l'OTAN,
Au contraire, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien à offrir. Mais le puzzle sera complété. Le mosaïque des Balkans sera entièrement OTAN, vous savez. Et puis, bien sûr, il n'y a que la Serbie, qui est un cas particulier, en raison du bombardement de l'OTAN en 1999 et de leur neutralité militaire. Ils ne pousseraient pas la Serbie à rejoindre l'OTAN, mais l'Union européenne est une option pour notre voisin du Nord. C'est pourquoi nous avons commencé avec cette frustration, car le nom a été changé pour le bien d'une alliance militaire, dans la fausse croyance et le prétexte que cela accélère le chemin vers l'Union européenne. Et puis, juste 6-7 ans plus tard, nous nous retrouvons ici dans une situation très étrange. Nous ne sommes pas sûrs que l'OTAN existe encore, mais nous sommes toujours obligés d'acheter des armes américaines. C'est la nouvelle de ce matin. Quand je consultais les gros titres, il y avait une interview avec le ministre de la Défense pour Voice of America et il disait fièrement que nous achetons de nouveaux drones et d'autres équipements. Donc nous devons traiter avec ce président transactionnel à Washington. Et comme nous n'avons rien à offrir, nous n'avons pas de minéraux rares, nous n'avons pas de Riviera, nous n'avons rien à offrir, sauf acheter des armes avec notre pauvreté de notre société appauvrie. En ce moment dramatique pour l'Occident, cette division de l'Occident entre les États-Unis et ce qui est le reste de l'Europe, je ne sais même pas comment l'appeler, car ils se rencontrent à différents endroits. Un groupe de personnes s'assoit à Paris, puis un autre groupe s'assoit à Londres, puis il retourne à Bruxelles. Donc, personne ne sait vraiment où commence et finit l'OTAN et qui prend les décisions. Et l'Union européenne arrive avec ses idées effrayantes de réarmement. Vous pouvez donc imaginer à quoi cela ressemble pour un pays qui est quelque part en périphérie, espérant toujours rejoindre l'Union européenne. Mais d'un autre côté, le nouveau gouvernement, nous avons eu des élections l'année dernière, a décidé de prendre le parti de Donald Trump, même avant les élections aux États-Unis. Donc maintenant, nous sommes alignés avec la Hongrie, avec la Slovaquie, avec ces pays qui, jusqu'à hier, disaient oui, nous soutenons Slava Ukraini, nous envoyons des armes militaires, tout ce que nous avons est un soutien politique et tout cela. Tout d'un coup, nous sommes dans un camp différent. Il y a donc de la confusion, une confusion totale quant à la suite. Quelle est notre politique étrangère? Allons-nous avec les États-Unis contre l'Europe? Ou sommes-nous maintenant les faiseurs de paix avec Donald Trump? Ou suivons-nous ce chemin d'intégration européenne? Il est très difficile de dire comment ça va se terminer parce que je ne fais pas vraiment confiance à Donald Trump, pour être honnête. Je ne le vois pas comme un faiseur de paix. Mais c'est ainsi que cela se présente du point de vue de ce pays qui a tant investi pour rejoindre une alliance militaire contre son propre intérêt national. Et maintenant, nous achetons des drones et de l'équipement américain pour plaire au maître à Washington. Mais c'est l'une des choses que j'ai tellement de mal à comprendre. Comment se fait-il que des pays, surtout dans les Balkans, qui, je veux dire, d'accord, la Macédoine n'a pas eu à se battre, mais d'autres ont dû se battre pour leur liberté d'une union, soient si désireux d'entrer dans une autre. Je comprends l'Union européenne, parce que l'Union européenne, à sa base, était un arrangement économique pour un bénéfice mutuel. Et même celle-là a ses gros problèmes, surtout si vous regardez comment votre voisin du Sud, la Grèce, a été traitée lorsqu'il a fait défaut. Je veux dire, elle a été traitée pire que l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, absolument horrible. Mais d'accord, laissons cela de côté. Au moins en théorie, il y aurait tous marché, etc. Mais une alliance militaire, surtout si vous êtes entouré plus ou moins uniquement par cette alliance militaire. Je veux dire, l'Albanie, non. Mais ensuite l'Albanie, je veux dire. Vous avez rejoint en même temps.
Albania not, but then Albania, I mean, you joined at the same time. Albania joined and in Kosovo. L'Albanie a rejoint, et au Kosovo, il y avait la plus grande base militaire d'Europe, juste après le bombardement de l'OTAN. Donc nous étions entourés par des États membres de l'OTAN. Ils ont soutenu que nous sommes des acteurs pacifiques. D'accord, très bien. Pourquoi n'avons-nous pas adopté un statut de neutralité? Je me le demande. C'est en fait mon idée. Yeah, I mean, my idea too, obviously, but Oui, je veux dire, c'est aussi mon idée, évidemment. Mais le fait est qu'il y a cet argument très étrange. Et je dois juste vous donner celui-ci à propos de la Suisse, parce qu'en ce moment, ces jours-ci en Suisse, les gens avancent l'argument que nous devons augmenter nos dépenses de défense. Pas seulement de 2 milliards par an à 4, ce qui est en discussion ou semi-décidé, mais cela doit aller jusqu'à 100 milliards. Parce que la menace est si énorme et que la Suisse ne pourrait jamais se défendre seule. Et vous savez, nous avons besoin de coopération avec l'OTAN, parce qu'à nous seuls, nous ne pourrions jamais nous défendre. Et puis je me demande, cela ne signifie-t-il pas que vous jugez que l'OTAN est la seule entité capable de défendre la Suisse? La Suisse n'en fait pas partie, mais vous êtes complètement entouré par l'OTAN. Quel est ce virus mental qui ronge le cerveau des gens, au point qu'ils ne réalisent pas que des arguments comme ceux-ci n'ont aucun sens? Je veux dire, la Macédoine aussi, dans ce sens, n'est entourée que de pays amis, même au sein de l'OTAN, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Macédoine qui l'a poussé? Je veux dire, d'accord, le processus politique a poussé cela, comme vous venez de le dire, mais il y a aussi une persuasion de la population, n'est-ce pas? Oui, vous et moi parlons sur le terrain du bon sens, de la rationalité derrière les mouvements politiques, mais je ne sais pas pour les Suisses, je veux mieux comprendre. Je peux vous parler de ma partie du monde où il y a une coquille vide. L'État n'est pas un État. Il n'a pas la capacité de vraiment prendre ses propres décisions. Donc, tout au long de ces 3 décennies de transition, soi-disant transition, nous ne savons pas vers où. Un philosophe croate, Boris Buden, parle de transition vers nulle part, parce que nous sommes vraiment au milieu de nulle part. Il y a eu un processus de soi-disant construction de l'État international. Ces bâtisseurs d'État venaient ici pour imposer leurs remèdes, de l'économie aux arrangements institutionnels politiques, comme le partage du pouvoir, comme je vous l'ai dit, qui maintenant fait plus de mal que de bien. Peut-être que c'était une bonne solution dans une période post-conflit pendant un certain temps. Mais maintenant, plus de 20 ans plus tard, évidemment, cela ne produit pas de résultats démocratiques. Nous avons un niveau élevé de corruption, de marchandage mutuel et de corruption à huis clos, et tout cela entre les élites ethniques des 2 composantes de l'État. Donc ce n'est définitivement pas une bonne solution. Revenir à l'OTAN et à tout cet objectif géostratégique, c'est une sorte d'inertie. Nous avons vu que tous les pays d'Europe de l'Est allaient dans cette direction. La Pologne, la République tchèque, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc. Donc nous avons des problèmes. Il n'y a pas d'autre option. Tina, il n'y a pas d'autre alternative. Donc probablement que c'est le mieux. Et puis les bâtisseurs de l'État disent « Oui, continuez, écoutez-nous, tout ira bien ». Et puis vous perdez la masse critique. Vous n'avez pas de voix dissidente, vous n'avez pas de débat. Même de nos jours, quand toutes ces choses se produisent, je suis probablement le seul qui est, vous savez, comme dans une chambre d'écho à parler à moi-même. Qu'en est-il de la situation entre Washington et les Européens? Que se passe-t-il dans l'OTAN? Certains médias français parlent d'un monde post-OTAN. L'Union européenne n'est pas un projet de paix. C'est économique. Mais en termes de complexe militaro-industriel, c'est un projet économique complètement différent de nos jours parce qu'ils disent que nous allons prendre de l'argent des services sociaux et des besoins des citoyens pour nous protéger des méchants Russes. D'accord.
Donc il y a une folie totale et je suis le seul qui, vous savez, me pose des questions à haute voix, écrivant sur les réseaux sociaux, sur Substack, partout où je peux. Avons-nous la capacité de nous asseoir en tant que communauté stratégique, en tant qu'experts, en tant qu'universitaires, en tant que politiciens, tous ensemble pour reconsidérer notre position? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Parce qu'évidemment, Trump a dit cela lors de son premier mandat, si vous vous souvenez, quand il a dit « Je ne suis pas si fou », je paraphrase, « Bien sûr, je ne suis pas si bête pour déclencher une troisième guerre mondiale pour un petit pays comme le Monténégro. » Le Monténégro est encore plus petit que la Macédoine. De nos jours, nous voyons comment il se comporte en termes de ses priorités. Il veut couper court à cette affaire ukrainienne, qui est en fait une défaite militaire pour l'Occident, pour l'OTAN et pour les États-Unis qui ont incité le problème au départ. Mais ensuite, il a d'autres plans. Et il insiste pour que les partenaires européens donnent plus d'argent pour les armes pour atteindre 5% du PIB. Yeah, to go up to 5% of GDP. Parce que c'est parfaitement clair. S'il dit que vous devez dépenser 5% du PIB pour votre défense, alors ce qui veut dire, c'est que vous devez acheter des armes américaines avec ce genre d'argent. Et c'est énorme. C'est énorme. Et c'est insensé parce que... Et je pense que vous connaissez aussi Jan Oberg, bien sûr, n'est-ce pas? You know Jan Oberg, of course, right? Oui. Yes, we are friends. I mean, having a nominal spending a target for security absent of any kind of threat analysis, individual threat analysis for the individual countries, is the height of lunacy. And this is basically just saying like... Mais cela revient essentiellement à dire, en gros, d'envoyer plus d'argent, tout comme tout cet argent que l'Ukraine, je veux dire, les armes qu'utilise l'Ukraine, et de l'argent qui est retourné directement dans l'économie américaine, n'est-ce pas? Même l'argent que les États-Unis ont payé est allé directement dans l'économie américaine. C'est simplement se détourner et revenir au complexe militaro-industriel. Et les Européens, ils ne peuvent apparemment pas comprendre cela. Ils sont vraiment, en ce moment, complètement d'accord avec ce genre de rhétorique, pensant que jeter de l'argent sur le problème le fera disparaître sans même définir quel est le problème. Parce que les Russes n'ont jamais dit qu'ils voulaient autre chose qu'une structure de sécurité pour l'Europe. Ils n'ont jamais dit autre chose. Je pense que la meilleure façon d'expliquer cette duplicité, cette pensée insensée, est orwellienne. C'est la double pensée, la double langue. Vous savez, vous combinez deux idées contradictoires et vous y croyez toutes à la fois. Je veux dire, elles s'excluent mutuellement parce que si vous investissez dans plus de sécurité militaire, vous diminuez nécessairement votre sécurité humaine sociale et votre stabilité politique. Car, à la fin de la journée, chacun de ces pays européens va payer la facture chez lui. Et je suis sûre que cela ne va pas durer éternellement. Ils sont tombés dans le piège de Trump et ils sont heureux et montrent même leurs muscles. Nous allons maintenant montrer à ces Russes. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, l'Ukraine jusqu'à hier avait tout le soutien occidental possible, le soutien militaire, le GPS, les satellites, le renseignement et les armements et tout. Intelligence and armaments and everything. And they are, of course, not able to win the... Et ils ne sont bien sûr pas capables de gagner la guerre qui est ingagnable dans cette constellation. Il est donc normal de demander à d'autres pays, de demander à ces pays, de se demander où en sommes-nous maintenant? Allons-nous investir davantage dans la sécurité militaire? Et le plus drôle, c'est que nous avons échangé le nom, l'histoire, l'identité et tout cela pour l'OTAN. Et l'argument était que dorénavant, nous serons protégés par l'OTAN. Nous serons en sécurité sous le parapluie. De nos jours, ils parlent d'un parapluie nucléaire. Je veux dire, c'est vraiment fou. Je veux dire, je ne sais pas quel meilleur mot trouver pour décrire cela. Mais ici, vous avez ce manque de véritable potentiel social sérieux pour aborder des questions douloureuses.
Et chaque fois que quelqu'un comme moi pose la question « Oh, c'est un esprit pro-Poutine ou pro-autoritaire », vous parlez de paix et de neutralité. You talk about peace and neutrality. My idea was neutrality. Mon idée était la neutralité. Dès le premier instant, nous n'avons pas besoin d'une alliance militaire. Parce que qui va s'il décide? Par exemple, nous avons un différend ouvert avec la Bulgarie maintenant. La Grèce est résolue, disons. Mais maintenant, les Bulgares veulent un changement de la constitution macédonienne pour devenir une nation constituante dans le cadre de notre constitution en raison d'une certaine compréhension de l'histoire dans leur esprit. Et ils considèrent les Macédoniens comme des Bulgares. Mais nous ne sommes pas au courant de cela, donc ils devraient nous apprendre que nous sommes en fait des Bulgares. Je n'y vais pas. C'est une histoire très drôle, mais une histoire qui me rappelle légèrement le traitement des Ukrainiens par les Russes dans une certaine mesure. Vous savez, ils faisaient partie de notre État, et puis bon, peu importe. Donc, dans une situation comme celle-ci, lorsqu'un État membre de l'OTAN, les États-Unis, a des ambitions territoriales claires sur le Groenland, qui fait partie d'un autre État souverain, un État membre de l'OTAN, le Danemark, je me demande qui va empêcher les troupes bulgares de venir avec des chars à Skopje. C'est à 200 kilomètres. Elles peuvent arriver n'importe quel jour dans la capitale de Skopje. Je veux dire, nous parlions de cet ordre fondé sur des règles. Maintenant, nous n'avons plus de règles du tout, oui. Vous savez, c'est ainsi que la Société des Nations s'est effondrée à la fin, lorsqu'un État membre de la Société des Nations en a attaqué un autre, et que la Société n'a rien fait. Rien. Et la Société des Nations, pour être clair, était une alliance militaire plus forte que l'OTAN. L'article 5 de l'OTAN stipule que les autres États peuvent soutenir avec des armes et des moyens militaires. Pas nécessairement, mais ils peuvent, oui. L'article de la Société des Nations disait qu'ils devaient contribuer par des moyens militaires à l'organe de décision. Et cela s'est effondré là. Alors, répétons-nous simplement, à une échelle transatlantique plus petite, un exercice que nous avons déjà essayé. Je pense que c'était Hegel qui a dit que de l'histoire, nous ne pouvons apprendre que nous n'apprenons pas de l'histoire. Il semble donc que nous soyons en quelque sorte condamnés à répéter les mêmes erreurs. Et quand vous avez mentionné la Société des Nations, et vous savez, cette période de l'entre-deux-guerres, chaque fois que j'entends le nom de Kellogg, ce nouvel officiel de l'administration Trump, je me souviens du pacte Briand-Kellogg, et je me demande et même cherche sur Google s'il y a une relation familiale, mais je n'ai rien trouvé. Il y a donc eu au moins quelques tentatives pour prévenir la guerre. Bien sûr, elles ont échoué. De nos jours, nous ne voyons même pas de tentative de vraiment s'asseoir et repenser la structure de sécurité européenne d'une manière qui permettrait une communication stable et durable basée non pas sur la puissance militaire, mais sur la diplomatie. Nous ne parlons plus de diplomatie. Nous n'avons plus de diplomatie. Et ce que fait Trump ne peut guère être qualifié de diplomatie, sauf pour les discussions de chef d'État à chef d'État. C'est pour parler de haut niveau. Donc nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe, mais je ne vois pas de plan là-bas. C'est vraiment très, très inquiétant. Je parle bien sûr de cette perspective où je me trouve et je suis préoccupée par mon pays, la région qui a tant souffert après la chute de la Yougoslavie. Et je suis vraiment frustrée quand les gens parlent de paix rapide en Ukraine. Vous ne pouvez pas obtenir une paix rapide après une telle guerre. 3 ans, plus d'1 million de morts, haine, animosité, destruction, traumatisme, reconstruction du pays. Donc cela prendra des années. Mais d'abord les choses essentielles. Les hostilités doivent cesser.
C'est ma pensée naïve, peut-être, mais il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter cette folie. Sinon, nous allons vraiment entrer dans ce nouveau cycle de préparation à une troisième guerre mondiale. Et quand je parle à certains de mes amis, je fais partie du No Cold War Collective, dirigé par Vijay Prashad et d'autres personnes excellentes du monde entier. Donc chaque lundi, nous avons nos réunions et discussions sur les développements et tout cela. Alors nous mettons l'accent sur la question de savoir si l'approche de Trump envers la Russie est motivée par sa vision de la Chine et vous savez ce moment Kissinger inversé et tout ça. Mais ensuite, je leur dis que je suis bien plus inquiet de ce qui se passe en Europe avec les dirigeants européens, avec Ursula von der Leyen et tous les autres qui applaudissent simplement « Oui, nous allons faire cela ». Parce que oui, l'histoire nous enseigne que les deux guerres mondiales ont été déclenchées en Europe par les forces européennes, par leur, je ne sais pas, ambition ou manque d'ambition. Mais si nous parlons de la Première Guerre mondiale, comme si on marchait en somnambule vers la guerre, maintenant, ils se précipitent vers la guerre. Je ne peux tout simplement pas expliquer cela. C'est de la somnambulisme. C'est comme si personne dans le futur ne pourra jamais se cacher derrière « Oh non, nous ne l'avons pas vu venir ». Ça ne pourrait pas être plus grand. Ça ne pourrait pas être plus important. Vous êtes fous. Et je perds patience, simplement, parce que ça devient de plus en plus dangereux. Nous en sommes maintenant au point où les Allemands parlent à nouveau de « Oh, nous avons besoin d'un leadership fort, d'un leadership militaire fort pour affronter cela. » Oui, nous nous souvenons du dernier leader que vous avez eu. Nous nous en souvenons vraiment. Donc je ne plaisante pas. Je suis tellement frustré. Parce que, il y a 2 jours, il y avait cet article dans l'un des journaux suisses où un Allemand, un type allemand, a vraiment dit « Comme nous avons besoin », et il a utilisé le mot allemand « Führung », comme nous avons besoin d'un leadership fort. Et ce mot, chaque fois qu'il revient, nous devrions tous être inquiets. Et il est en train de revenir. Il est maintenant à nouveau possible de parler de cela. Et ce n'est pas l'AfD, les extrémistes de droite. Ce sont en fait les centristes qui parlent maintenant de leadership militaire fort. Oui. Et puis, nous avons cette situation vraiment absurde où certains partis ou dirigeants d'extrême droite parlent davantage d'action pour la paix ou de ne pas poursuivre cette politique désastreuse. Par exemple, hier, nous avons entendu parler de ce Georgescu en Roumanie qui est empêché de se présenter aux élections parce qu'il était d'extrême droite et, je ne sais pas, un élément pro-russe qui appelait à la paix. Je veux dire, je suis de gauche et bien sûr, je ne peux pas m'identifier à son cadre idéologique. Mais il y a quand même des choses raisonnables. Et j'ai peur que nous ne puissions pas nous permettre le luxe de choisir notre compagnie. Vous savez, vous et moi partageons la même vision du monde. Alors nous restons ensemble et laissons l'autre côté. Non, nous devons créer un front plus large de personnes qui connaissent les priorités. La paix, mais une paix véritable. La paix et certains principes auxquels nous nous tenons. Si nous commençons à vider de leur substance les principes selon lesquels, vous savez, tout le monde peut se présenter aux élections et tout le monde a la même chance. Si nous commençons à les vider de leur substance, si nous commençons à vider de sa substance la liberté d'expression simplement parce que nous n'aimons pas quelqu'un, alors ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne soit utilisé contre quelqu'un d'autre. Et les personnes les plus intelligentes pour s'emparer du pouvoir, elles le feront, comme un type géorgien l'a fait en Union soviétique, et a tué des millions de personnes. N'oublions pas que Staline n'était pas russe, il était géorgien. Et Kaja Kallas n'est ni allemande ni française. Je veux dire, nous devons nous inquiéter de cette dynamique. Et je ressens, et je pense que vous aussi, que nous sommes en Europe dans une dynamique très très sombre, n'est-ce pas? Socialement, par exemple.
Je suis d'accord. Et ma principale préoccupation est l'Europe, en fait. J'ai dit ce que je pense de Donald Trump et je n'ai aucune attente à ce sujet. Je n'aime pas. Et vous savez, ces 3 dernières années, ce qui me dérange en tant qu'être humain, en tant que chercheur pour la paix, c'est que nous avons tous tendance à voir les choses comme sur un échiquier. Nous essayons de prédire qui va où et qui gagne, qui perd. Peut-on avancer ou reculer? Nous avons oublié que nous traitons avec des vies humaines. Nous parlons de quelque chose de très, très essentiel, parce que sans les gens ordinaires, les soi-disant gens ordinaires, avec des sociétés appauvries à cause du complexe militaro-industriel, appauvries parce que quelqu'un gouverne par la peur, la guerre, essayant de les pacifier. Alors, s'il vous plaît, soyez silencieux, ou vous savez, nous avons ce grand ennemi. Je veux dire, c'est un déjà-vu de quelque chose qui s'est déjà produit en Europe. Oui, et l'Europe est tellement autodestructrice. Je sais que je n'ai jamais eu de vue romantique sur l'Union européenne, et je la vois comme une force impériale économique. À un moment donné, ils ont même rêvé d'être un acteur mondial, stratégiquement important, et tout ça. Maintenant, ils luttent pour sortir de leur irrélevance. Et à cause de cela, ils sont dangereux parce qu'ils font des choses irrationnelles. Et nous n'avons pas besoin de grand-chose dans cette situation explosive, vous savez, pour que cela explose et se répande dans le monde entier. Et je dois dire que j'écoutais ces jours-ci la longue conférence de presse et le discours du ministre des Affaires étrangères chinois. Et la Chine semble venir d'une autre planète. Je veux dire, le seul acteur rationnel et stable qui a une vision stratégique et propose une sorte de solution, pour moi, c'est la Chine en ce moment. Malheureusement, ils ont leurs propres limites en termes de ne pas imposer leurs solutions et leur vision du monde à travers le monde. Mais nous devons Je le pense aussi. Et aussi, vous savez, des pays de l'ASEAN et des gens généralement en dehors de la manière européenne de faire les choses. La question pour moi est, comment expliquer ce qui se passe en Europe, à ces endroits, à la Chine, à l'ASEAN, aux Africains et aux Sud-Américains? Parce que je pense que c'est là que nous pouvons trouver de l'inspiration. Mais nous devons nous expliquer. Et je ne pense pas que les Européens aient en eux, du moins pour le moment, la capacité de percevoir d'autres modèles comme meilleurs que le leur. Nous pensons toujours que nous sommes les meilleurs et les numéros 1. Et si nous ne pouvons pas le résoudre, alors personne ne le peut. C'est l'arrogance européenne. Et vous savez, même cet état d'esprit colonial impérial, surtout en Grande-Bretagne. Regardez-les. Je veux dire, c'est une caricature de l'Empire, mais le Premier ministre croit qu'il est quelqu'un et qu'il peut résoudre les problèmes mondiaux. Comment nous expliquons-nous? Je pense que nous devons, tout d'abord, entrer en contact, communiquer, chérir, établir des points de contact, échanger des points de vue. C'est le premier point. Mon premier voyage en Chine a eu lieu l'année dernière, donc j'ai visité la Chine 2 fois. Et la première fois, c'était comme un retour dans le temps vers ma patrie socialiste. Vous savez, ça a tellement résonné en moi comme « Oh mon Dieu, l'étoile rouge partout et tout ça ». Et puis le souci du bien commun, du bien collectif, de prendre soin des gens ordinaires, et tout est subtil et propre et agréable. Je veux dire, j'étais émerveillée. La deuxième fois, j'ai eu une autre perspective depuis le Xinjiang. En fait, j'étais là quand l'Occident prêtait un génocide en cours. Donc, je pouvais le voir par moi-même, vous savez. Alors qu'il largue toutes ces bombes sur les Palestiniens, n'est-ce pas? Oh, de nos jours, en Syrie, je veux dire, ces scènes que je vois là-bas, c'est difficile à supporter. Je suis désolé, Biliana. Nous devons conclure car nous avons atteint 1 heure.
Et c'est un autre sujet auquel je ne peux même pas penser en ce moment, parce que j'ai vu quelques-unes de ces choses sur Twitter, et c'est absolument horrible. Biljana, pour les personnes qui souhaitent lire votre analyse, où devraient-elles se rendre? Your analysis, where should they go? Well, since recently I started on Substack. Eh bien, récemment, j'ai commencé sur Substack, donc je pense que c'est la meilleure façon. Tout est en anglais, bien sûr. J'ai été chroniqueur régulier dans mon pays pendant plus de 20 ans, mais récemment j'ai été censuré parce que j'ai critiqué la politique pro-américaine de mon gouvernement, ce rapprochement avec Trump, en prenant parti. Et cela n'a pas été publié, donc j'ai simplement abandonné. Maintenant, je suis principalement actif sur Substack et Facebook. Les gens peuvent chercher mes écrits académiques ailleurs, sur ces plateformes académiques, s'ils recherchent mon nom sur Google. Voilà. C'est pourquoi il est bon que nous ayons encore, au moins pour le moment, des réseaux sociaux ouverts. Tout le monde, allez voir Dr. Biljana Wankowska sur Substack. Biljana, nous reparlerons. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Thank you so much for today. Merci. Ce fut un plaisir. Bonne chance. Good luck.